Je vais donner la parole maintenant à Frédérique de la Morena, maîtresse de conférences en droit public, membre du Conseil des sages de la laïcité auprès du ministre de l'Éducation nationale. Et parmi vos publications, je retiens la laïcité, vecteur ou obstacle au droit à l'éducation, par exemple, ou les frontières de la laïcité, c'était en 2016. Merci, Monsieur le Président. Alors, je rectifierai, je suis maître de conférence. Très bien. Pas maîtresse. Très bien, très bien. Moi, j'ai l'habitude de... Non, mais voilà. De donner des noms féminins aux femmes, comme vous voulez. Pas d'écriture inclusive, pas de féminisation. On est des hommes comme les autres, on va dire ça, comme ça. Bon, je suis juriste, on va faire du droit. Alors, comme vous avez dit, Charles, la loi de 1905, c'est du droit, parce que la laïcité, c'est d'abord du droit. Alors, en 10 minutes, ça va être difficile. Je vais donc essayer d'aller à l'essentiel. L'acquis principal, le premier acquis de la loi de 1905, c'est la liberté de penser. Mais comme toute liberté, elle s'aménage. Quand un texte, que ce soit une convention internationale, un traité, une constitution, proclame une liberté, il revient au législateur, seul compétent pour le faire, d'aménager cette liberté. Et c'est ce qu'a fait la loi de 1905. L'acquis principal, c'est la liberté de l'individu, la liberté du citoyen et la liberté des cultes. Voilà, ça c'est pour, me semble-t-il, le principal acquis. Cette loi n'est pas un pacte. Voilà, la loi de 1905 n'est pas un pacte, c'est pas un contrat qu'aurait conclu l'État avec l'Église, et notamment avec le Vatican. La loi, c'est un acte du Parlement, donc c'est un acte issu de la souveraineté nationale. C'est un acte unilatéral, c'est l'État, c'est la puissance publique qui décide en 1905 de séparer. Voilà pour la présentation de la loi. De façon plus générale, cette loi organise les rapports entre l'État et les cultes. Tous les États dans le monde, tous les pays organisent leurs relations avec les religions, leurs relations avec les cultes. C'est l'objet de la loi de 1905, dont le titre donc est un très beau titre. C'est la loi de séparation. Vous savez que le terme séparation n'est inscrit que dans le titre. On ne le retrouve jamais dans aucun des articles, ce qui signifie qu'il faut lire tous les articles à la lumière du titre. C'est-à-dire que ce que veut faire le législateur, c'est séparer. Et ensuite, tout l'objectif de la loi, c'est d'expliquer pourquoi on sépare, ce qu'on sépare et qu'est-ce qu'on met en place pour séparer. Et donc, je vais essayer rapidement de vous présenter ce principe de séparation et surtout son objectif. Alors, cette loi de 1905, c'est une étape essentielle dans la construction de la laïcité. Vous savez que la laïcité, elle sera inscrite dans la Constitution en 1946, mais comme l'ont écrit à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, à chaque fois qu'il est question d'affaires concernant mettant en œuvre ou mettant en cause le principe de laïcité, à chaque fois, ces juges suprêmes disent que la clé de voûte de la laïcité, c'est la loi de 1905. Donc, deuxième acquis, elle est bien évidemment importante parce que c'est elle qui est le cœur, qui est, je cite les juges, la clé de voûte, c'est-à-dire tout l'édifice voilà, du principe de laïcité. Alors, les deux premiers articles sont importants. J'ai peur de n'avoir le temps que de faire ça. Je confirme. Ouais, voilà. Alors, l'article premier, rappel de liberté. L'article premier, effectivement, la République assure la liberté de conscience et garantit la liberté de culte. Ces deux libertés ne sont pas nouvelles en 1905. Ce sont des libertés qui ont été consacrées à la Révolution. La liberté de conscience, dans l'article 10 de la déclaration de 1789, il est magnifique. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses. Ça veut donc dire qu'on a le droit en France, depuis la Révolution, d'avoir des opinions autres que religieuses. Et ça veut dire que si on a des opinions religieuses, on peut avoir toutes les opinions religieuses que l'on veut. Ça, c'est l'acquis fondamental de 1789. La liberté de conscience n'est pas réductible à la liberté religieuse. Vous parliez des médias tout à l'heure. Dans tous les médias, on entend que la laïcité, c'est la liberté de croire, de ne pas croire. Vous oubliez souvent et de changer de religion. Ça, c'est une contre-vérité. Dans aucun texte en France n'est mentionné
liberté religieuse. Ça n'existe pas dans nos textes. Donc, il faut absolument les lire, les textes. Donc, que ce soit en 1789 ou en 1905, ce dont il est question, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de penser. C'est un droit naturel. On a un esprit, donc on pense, on peut avoir des opinions, on peut avoir des convictions. Une conviction étant c'est plus profond qu'une opinion, donc les juges la protégeront beaucoup plus. Et parmi toutes nos convictions, on peut effectivement en avoir des religieuses. C'est ce qui s'appelle la liberté de croire. La liberté de conscience est une liberté du fort interne. Voilà, donc il faut arrêter d'assimiler la laïcité à la liberté de croire, parce que ça voudrait dire que toutes les démocraties dans le monde qui proclament la liberté religieuse, donc la liberté de croire, ne la respectent pas ou ne la protègent pas parce qu'ils ne sont pas laïcs. C'est totalement... ça n'a pas de sens. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc ça c'est 1789 et c'est repris dans l'article 1er. La seconde liberté qui est mentionnée dans l'article 1er, c'est la liberté de culte. Alors elle trouve sa source dans la première constitution française, en 1791. La liberté de culte, alors là c'est la liberté d'extérioriser. Elle fait partie de la liberté d'expression, c'est un volet de la liberté d'expression. C'est le fait de manifester ses croyances religieuses, c'est le fait, alors elle se décline elle aussi, c'est le fait de s'organiser en culte, c'est le fait de s'adonner à des rites, à des pratiques, d'avoir des manifestations à l'intérieur des édifices cultuels, mais également à l'extérieur des édifices cultuels, sur la voie publique. Alors si on avait le temps, on développerait l'aménagement de ces deux libertés, parce que c'est ça qui est important à connaître, hein, pour savoir et pour pouvoir continuer à les protéger. Et ce qui change, je reviens sur la liberté de conscience, en 1905, c'est donc pas le fait qu'on ait ces deux libertés, mais c'est la position de l'État et de la République par rapport à ces deux libertés. En 89, l'article dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Ça veut donc dire que je serai libre de penser si l'État n'intervient pas. L'État, il doit s'abstenir en 1789 de rentrer dans nos consciences. En 1905, il est indiqué que l'État assure garantie de liberté. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que là, juridiquement, ça veut dire que l'État a une obligation positive. Il doit mettre en œuvre plein de choses. Voilà, ça, c'est le droit. Il doit intervenir pour protéger ces deux grandes libertés. C'est l'objet de toute la loi. C'est-à-dire tous les mécanismes, tout l'aménagement de ces deux grandes libertés. Voilà. Ça, c'est le premier article. Le second, qui est le plus important. Alors, là, il y a 3 verbes. Le premier est capital, parce qu'il n'est pas souvent compris. La laïcité, la République ne reconnaît aucun culte. Alors, ça ne signifie pas qu'elle les ignore. Ça signifie juste, c'est ce qu'on entend souvent, vous, les Français, vous êtes des athées finis, vous êtes des laïcs, vous ignorez les cultes. Non, on ne les ignore pas, on ne les reconnaît pas. Ça veut donc dire, hein, juridiquement, pour comprendre cette non-reconnaissance, il faut s'appuyer sur le régime antérieur. Le régime antérieur à 1905, ce sont les 4 cultes reconnus. Ces 4 cultes reconnus, juridiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, ces 4 cultes, donc le culte catholique, les 2 protestants et le juif, ces 4 cultes sont, alors entre guillemets, parce que les mots sont peut-être un peu trop modernes pour l'époque, ces 4 religions sont des services publics, ils sont gérés par des établissements publics, et les ministres des cultes sont des agents publics. Voilà, ça c'était avant. 1905, que dit le Parlement? Le Parlement dit on ne reconnaît pas les cultes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cultes cessent d'être des services publics, ils ne peuvent plus être gérés par des établissements publics et que les ministres des cultes, deuxième verbe de l'article 2, ne peuvent plus être des fonctionnaires, ils ne sont plus salariés de l'État. Et c'est donc en ne reconnaissant pas les cultes qui sont transférés dans la sphère privée. Elle est là, la séparation. La séparation, juridiquement, c'est le fait de considérer que le culte, la religion, n'est plus dans la sphère publique, j'y reviendrai, que les cultes sont transférés dans la sphère privée. Donc, ils sont juridiquement à égalité. Mais, rappelez-vous, article 1er, la République doit garantir la liberté de culte. Donc, elle doit absolument trouver les moyens, si vous voulez, pour que les gens puissent s'organiser en culte. Ce moyen ne peut plus être un moyen de droit public, puisque
les cultes sont transférés dans la sphère privée. Donc, le seul moyen juridique pour qu'un culte puisse exister en droit ne peut être qu'un moyen de droit privé. Ce sera l'association cultuelle, d'où tous les titres derrière concernant la formation des associations cultuelles. Je passe les détails. Les cultes, tous, peuvent s'organiser sous diverses formes. L'association cultuelle, l'association diocésaine pour les catholiques, l'association loi 1901 pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'association cultuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la non-reconnaissance, c'est le fait, voilà, de conférer une structure de droit privé pour l'organisation juridique des cultes. Troisième verbe, la République ne subventionne aucun culte. Alors, vous savez qu'une association peut tout à fait être subventionnée, notamment les associations loi 1901. Et c'est pas pour rien que la loi de 1901 précède celle de 1905. Ceci étant, l'article 6 de la loi de 1901 précise qu'il y a une condition pour qu'une association soit financée, c'est que son objet soit d'intérêt général. Or, le culte n'a pas pour objet l'intérêt général, donc on ne peut pas les subventionner. Voilà, en droit, ce que ça signifie. Maintenant, c'est pas tout. Il faut articuler tout ça. Donc l'article 2 dit, je ne reconnais pas, je sépare, je ne reconnais plus les cultes, ils sont transférés dans la sphère privée, ils sont donc tous à égalité, ils sont libres de s'organiser, c'est ça la liberté des cultes. Ils s'organisent sous forme associative, mais pourquoi on sépare ? Pourquoi le législateur sépare en 1905 ? Article 1er, parce qu'il est convaincu que c'est le meilleur moyen pour que les individus et les citoyens soient libres de penser ce qu'ils veulent, de croire ce qu'ils veulent, et libres de s'adonner à leurs occupations religieuses, à leurs rites et à leurs pratiques. Donc, pour moi, quand je lis ces deux articles qui sont la philosophie de la loi de 1905, tout le reste, c'est le détail, c'est l'organisation, qui est très importante. Mais la laïcité, donc, c'est quoi ? C'est un principe de séparation, c'est une organisation de l'État, c'est une organisation des pouvoirs publics fondée sur le principe de séparation. Mais pourquoi ? Pour protéger des libertés qui ne sont pas particulières à la France, mais qui sont des libertés que toutes les grandes démocraties ont. Nous, ce qui nous différencie, c'est la façon juridique, si vous voulez, pour protéger ces deux grandes libertés. Donc quand on travaille la laïcité, on est bien dans l'ordre des droits de l'homme. On n'est pas dans l'ordre du vivre ensemble, ça ne veut rien dire. Le vivre ensemble, c'est pas dans les textes. On n'est pas dans l'ordre de la tolérance. La règle de droit est incompatible avec la tolérance. Hein, un État ne peut pas tolérer. Un État, il prescrit, il donne, voilà, il permet, voilà, mais il ne tolère pas. Celui qui tolère aujourd'hui pourrait ne pas tolérer demain. C'est profondément autoritaire, cette notion. Donc, on n'est pas dans l'ordre de la tolérance, on n'est pas dans l'ordre du vivre ensemble, on n'est pas dans l'ordre de l'œcuménisme non plus, hein, on entend ça beaucoup. La laïcité, c'est pour que les religions parlent entre elles, mais franchement, l'État n'a que faire du dialogue entre les religions. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'on entend. La laïcité, c'est la liberté de croire. Non, lisez le texte, c'est pas marqué. La laïcité, c'est la tolérance. Non, non, non et non. Donc l'acquis de 1905, c'est cette structure étatique, cette structure de la République qui, chez nous, voilà, passe par un principe de séparation. C'est vraiment le cœur de la laïcité. C'est pour ça que quand la séparation est attaquée, quand elle est remise en cause, c'est la laïcité qu'il est. Et donc derrière, forcément, c'est notre façon, à nous, juridique, de protéger la liberté de chacun, non pas de croire, mais de penser. Et celle de s'organiser et de faire... voilà, des rites et tout ce qu'on veut faire au nom d'une croyance, au nom d'une croyance profonde. Juste, sphère publique, sphère privée. J'ai 2 secondes. Oui, je vous invite à conclure maintenant, effectivement. D'accord. Finir avec cette considération. Alors, la séparation, c'est la séparation entre la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique, c'est la sphère... vous voyez, res publica, chose publique, c'est la sphère de l'intérêt public, c'est-à-dire de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt commun. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de laïcité et de séparation sans service public. Le service public, c'est une activité d'intérêt général. Donc la sphère publique, c'est la sphère de ce qui relève de l'intérêt général, donc du service public. La sphère privée, c'est tout le reste. Et le reste, c'est pas uniquement, comme dit Bobéro, la sphère intime. C'est une erreur juridique. Le reste, c'est tout ce qui est hors
service public, c'est-à-dire c'est la sphère intime, mais également la sphère sociétale. C'est la sphère de l'intérêt général, des intérêts individuels, enfin la séparation, l'intérêt général d'un côté, l'intérêt individuel, les intérêts collectifs de l'autre. C'est citoyenneté, confessionnalité, ça se décline, c'est droit du citoyen, droit de l'individu. Vous voyez, elle se décline cette séparation. Et pour l'école, ce qui est fondamental, c'est que c'est la séparation entre le savoir et le croire. Voilà. Et si on touche à cette frontière-là, si on touche à cette séparation, c'est tout ça derrière qui est chamboulé, qui est fragilisé. Voilà l'acquis de 1905. Merci. Merci infiniment.